Vous suivez Écho Télévision, c'est l'écho de vos réalités, l'écho de la réalité de la République démocratique du Congo. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos programmes. C'est votre programme phare, Choc d'idées, qui est sur vos écrans. Merci de continuer à le suivre. Aujourd'hui, on va pas parler politique, quoi qu'on va le faire un tout petit peu, mais on va parler développement et bonne gouvernance et on va essayer de parler de francs congolais. Quid de la dépréciation de francs congolais? On va refaire un peu l'histoire de l'ONU jusqu'à nos jours. Quelles sont les raisons qui font que le franc congolais, depuis 2001, ne fait que se déprécier, ne fait que perdre sa valeur? Est-ce le problème de la bonne gouvernance? Quelle est la responsabilité politique là-dedans? Quelle est la responsabilité de la Banque centrale? On va aborder toutes ces questions-là et j'espère qu'on aura le temps pour que notre invité réponde à toutes ces questions. Il est scientifique, il est enseignant des universités, consultant pour avoir travaillé avec beaucoup de premiers ministres, mais également beaucoup de ministres sur les questions de l'économie, du développement et des finances également. Lui, c'est monsieur Alexandre Choué que j'accueille aujourd'hui sur mon plateau avec beaucoup de plaisir. C'est à lui qu'on va poser toutes les questions que vous vous posez à la maison. Et comme scientifique et comme technocrate, il va essayer de nous donner des réponses. Monsieur Alexandre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. J'ai le plaisir de vous recevoir. Parce que depuis qu'on a commencé, ça sera la première émission technique qu'on va essayer de faire. Pourquoi? Parce que la question de la monnaie aujourd'hui intéresse plus d'un Congolais. Depuis, on va dire, 2014, il n'y a pas de stabilité de taux d'échange et la monnaie congolaise ne fait que se déprécier. Commençons par la première question. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous vivons une situation d'hyperinflation? Si oui, l'inflation, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses conséquences sur le plan économique et social? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation qui m'a été lancée. Il est très important pour nous de partager certaines connaissances avec nos pairs pour que l'on puisse être sur un même diapason dans la lecture et la compréhension des faits de société, car c'est à ce prix que nous pourrons tous contribuer à l'avancement de notre pays. Les questions de développement économique sont très importantes et elles ont plusieurs dimensions. Et en ce jour, nous allons donc faire un focus sur la sphère monétaire et financière. Et aussi, nous ferons allusion à la politique budgétaire parce que ce sont des éléments qui se rencontrent dans ce qu'on appelle le cadre macroéconomique. Alors, l'inflation, par définition, c'est un processus qui s'illustre par l'accroissement généralisé du niveau des prix des biens sur le marché. Et c'est une mauvaise chose dans la mesure où, à revenu inchangé, lorsque les prix des biens augmentent de manière généralisée sur le marché, on constate une perte de pouvoir d'achat. Et ça veut dire que les ensembles budgétaires des individus se rétrécissent, les gens n'ont pas assez de revenus réels pour pouvoir consommer comme bon l'ensemble, et il s'ensuit une détérioration des conditions de vie. En RDC, on a connu une période d'hyperinflation très préoccupante dans les années 90. On a vu effectivement le pays réaliser des taux d'inflation de plus de 1000%. Donc, durant cette période, la monnaie nationale a pratiquement perdu toute sa valeur et cela a donné lieu à un phénomène, celui de la dollarisation. La plupart des agents économiques, que ce soit les privés, tout comme les entreprises. Là, on est dans quelle année? Les années 90. L'année 90. Oui, ont opté pour utiliser le dollar américain comme étant une monnaie de refuge et le font comme une monnaie de substitution dans la mesure où la monnaie nationale, le Zaïre à l'époque, n'était plus en mesure de répondre aux missions classiques d'une monnaie, à savoir être un réservoir de valeur, c'est-à-dire un instrument à travers lequel on préserve le pouvoir d'achat, aussi assurer le rôle d'étalon et d'intermédiaire dans les échanges. On a fait certes une réforme en 93 qui a conduit à la création du nouveau Zaïre, mais cette réforme monétaire n'a pas réussi parce qu'elle a été mal préparée. Certains disent qu'elle était plus politique que économique. Dès le départ, il n'y avait pas de sous-multiples lorsqu'on a fait l'opération, ce qui fait que la réforme elle-même a conduit encore à une hausse des prix. Et cette inflation a donc affecté le pouvoir d'achat de la population. Bon gré mal gré, on a évolué, mais la situation ne s'est pas améliorée parce que justement, dans le domaine de la gouvernance
macroéconomique, il y avait des problèmes. Au niveau des finances publiques, il y avait une sorte de dominance de la politique budgétaire sur la politique monétaire. C'est-à-dire quoi? Au niveau de l'État, il n'y avait pas de discipline pour ce qui est des dépenses. On ne dépensait pas en tenant compte du niveau réel des recettes. Il y avait donc des déficits. Et pour couvrir ces déficits, on recourait aux avances de la Banque centrale. Et ce financement monétaire se faisait en violation même de la loi. Parce que déjà à l'époque du président Mobutu, il y avait une loi qui disait que la Banque centrale peut accorder des avances à l'État, mais il y avait un plafond. C'était 15% de la moyenne des recettes fiscales des 3 derniers exercices. Mais on le faisait au-delà de la norme, ce qui fait que la pratique a débouché sur l'hyperinflation. Et la Banque centrale a connu elle-même des problèmes parce que pour faire de la monnaie ou battre la monnaie et financer l'État, il fallait dépenser de l'argent, acheter de l'encre, du papier, engager la main-d'œuvre. Et l'État devait finalement rembourser parce que ce sont des avances. Mais malheureusement, l'État ne rembourse jamais. Ce qui fait que il y a eu une créance qui a vu le jour et qui a eu à gonfler au fil des années. Donc, arrêtons-nous tout petit peu. Vous êtes en train de dire que le franc congolais, quand il a vu le jour, en 97, 98... En fait, je suis pas encore arrivé là, mais je suis en train de préparer le cadre pour arriver là. Après la réforme de 93, que vous dites était plus politique qu'économique, la monnaie a souffert comment dire, de l'indiscipline de l'État. Oui, des dérèglements dans la conduite de la politique budgétaire. Donc la politique budgétaire ne respectait pas les règles établies. Oui, il y a des mécanismes et des principes qui sont consacrés, des règles budgétaires. Il existe par exemple une chaîne à respecter pour pouvoir dépenser, mais c'était pas respecté. N'importe qui pouvait activer le compte général du Trésor, ordonner des paiements. Il n'y avait pas unité de commandement, ce qui donnait lieu à des ordres indescriptibles. Et cela justifiait donc les déficits qu'on observait. Et il fallait recourir à la planche à billets, ce qui a nourri l'inflation. On a eu des taux d'inflation de plus de 1000%. Ceux qui ont vécu à cette période vous diront que la vie était très difficile. Et pendant cette période-là, la situation politique était très agitée avec la transition. Il y a eu les pillages en 91 et en 93. La conférence nationale souveraine ont détruit une bonne partie du tissu industriel du pays. Il y a eu la conférence nationale avec tout ce qui est comme bagarre entre acteurs politiques. Et on n'avait pas eu les élections sous Mobutu. Et la guerre a vu le jour avec l'AFDEL. Mobutu est parti en 97. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont bloqué l'élan de progrès que devait avoir normalement une économie comme celle de la RDC. En 98, avec le changement de pouvoir, le gouvernement de Laurent Désiré Kabila a fait une réforme et à l'époque, c'est Jean-Claude Massambou qui était à la tête de la Banque centrale. Et donc, on a eu à créer le franc congolais. Et si ma mémoire ne me trompe pas, le taux de change nominal était de 1 dollar américain contre 1,3 francs congolais. C'est presque la même chose. Donc, ce qui fait qu'à cette époque-là, avoir 20 000 francs congolais équivalait à avoir 15 000 dollars. Voilà, plus ou moins. 20 000 francs congolais qui n'équivalent même plus aujourd'hui à 10 dollars. Vous comprenez un peu le drame. Et j'ai eu même... C'est en 98. On parle de 98. 98, oui. Ça veut dire ceux qui sont nés en 98 n'ont pas 30 ans. Effectivement. Donc, c'est quand même dramatique. Donc, après la réforme monétaire, on devait normalement améliorer fondamentalement la gouvernance de la Banque centrale et réduire la dominance de la politique monétaire par la politique budgétaire. Mais on ne l'a pas fait. Il y a eu beaucoup de dérèglements sur le plan comportemental des acteurs, ce qui a dérangé. Donc, c'est ça les tendons d'Achille. Oui, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que la politique budgétaire domine la politique monétaire, ce qui fait que ça fragilise de temps en temps. La politique monétaire, et il faut dire aussi que la politique monétaire elle-même aussi, à certains égards, n'a pas été bien menée parce que la Banque centrale n'a pas bien tenu certains leviers de son action. Mais je vais vous donner quelques éléments. En 2001, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont repris langue avec le gouvernement congolais. Et on est arrivé à casser l'hyperinflation. Si ma mémoire ne me trompe pas, nous avions un taux d'inflation de 135% en 2001 et en 2002, on est tombé à 15%. C'est pas de la magie. Qu'est-ce qui est passé? Dans le cadre du programme intérimaire renforcé, il a été décidé que l'exécution des dépenses d'État se ferait sur une base caisse. C'est-à-dire que dorénavant, tout ce que l'État dépense, c'est sur base de ce qu'il a effectivement mobilisé. Ce qui fait qu'on a pu donc resserrer les déficits publics et il n'y a pas eu recours aux avances de la Banque centrale. Et on a cassé l'hyperinflation. Juste une parenthèse, parce que cette question, les gens se le posent souvent. Ça veut dire que quand l'État ne respecte pas la politique monétaire,
dépense au-delà de ce qu'il a, quelle est la valeur alors de la loi des finances que le Parlement vote quasiment chaque année? Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, quand on dit le budget de la RDC équivaut à 16 milliards, quelle est la valeur de cette loi-là si la politique monétaire n'est pas respectée? Ça, c'est juste une parenthèse. Parce que en fait, je vais y revenir tout à l'heure là, avec de plus amples indications. Mais d'ores et déjà, je peux faire remarquer que le budget en RDC est plus à prendre comme un document cosmétique qu'un document de travail. Un document cosmétique? Oui, parce que c'est pas profondément travaillé. Non, on respecte certes le fait qu'on doit préparer un projet de budget qu'on soumet à l'appréciation du Parlement et le Parlement examine, réagit. On soumet ça à la promulgation du chef de l'État, c'est-à-dire la loi des finances. Mais dans la pratique, dans l'application, il y a beaucoup de problèmes. Et quand vous avez des faibles taux d'exécution du budget, des faibles taux de conformité entre l'exécution et la prévision, ça montre qu'il y a des problèmes. Et ce sont des éléments de cette nature qui conduisent au dérèglement, au déficit. Et ces déficits, si on les résout en faisant recours aux avances de la Banque centrale, c'est ce qui justement alimente l'inflation. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On crée de la monnaie pour donner à l'État l'occasion de couvrir les dépenses. Or, cette monnaie n'a pas de contrepartie en termes de production. C'est ce qui l'activité économique. Oui, c'est ce qui dérange. Donc, il faut veiller à cette équivalence entre le flux monétaire et le flux réel pour que justement on puisse préserver la stabilité. Donc, c'est le comportement des acteurs qui dérange énormément. Donc, quand le Fonds monétaire est arrivé en 2001 et qu'on a imposé cette norme, on a vu les résultats. Et on a eu ensuite à conclure avec les partenaires extérieurs, le PEG, le programme économique vivant, un programme triennal. Et durant cette période, la situation était plus ou moins stable parce qu'il y avait une sorte de surveillance. Il a fallu que l'on relâche un peu pour que la situation se détériore. Le pays était engagé en 2003 à l'initiative PPTE. On devait atteindre le point d'achèvement, si je ne me trompe pas, en 2006. Mais on ne l'a pas atteint. C'était sous le premier ministre Guizeng, si je me trompe. Pourquoi? Mais parce que justement, il y avait certains critères qui n'étaient pas observés. Et c'était au niveau de la Banque centrale qu'il y avait des remarques lors de la revue. Et je me rappelle que les critères n'ont pas été observés. Le Fonds monétaire s'est plaint et la partie congolaise a justifié le non-respect des critères par le fait qu'on devait financer la guerre à l'est du pays. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la même époque, le général Bouzamabe, feu Bouzamabe, a fait remarquer que on nous donne des armes avec des missions qui ne sont pas compatibles. Vous comprenez qu'il y avait un problème. Parce que si donc, on jetait de l'argent par le fenêtre. Oui, donc il y avait quelque chose qui était opaque. Quelque part là, il y avait un certain flou qui ne dit pas son nom. Mais bref, c'est pour dire que là aussi, il y avait des problèmes. Donc, les problèmes que nous connaissons sont des problèmes de discipline au niveau des finances publiques, mais également au niveau monétaire. Parce que la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, doit veiller à certaines choses, à surveiller aussi même les systèmes financiers. Mais il y a eu beaucoup de dérapages. Je me rappelle à l'époque. Mais quand le gouverneur de la Banque centrale est nommé, par exemple, par un pouvoir politique, il est un peu sous la traîne de la volonté politique quelque part, parce que... Non, mais le politique est au service du peuple. Oui. Je pense qu'on vient des élections il y a quelques semaines ici. Vous avez vu le président Tshisekedi battre campagne. Il est allé rencontrer le peuple. Pourquoi il n'est pas resté à ce bureau et dire que je fais un deuxième mandat? Il a demandé ce mandat au peuple. C'est parce que le peuple, c'est le souverain. Les députés sont allés demander également les voix du peuple. Donc, tous, en faisant ça, nous reconnaissons que le peuple, c'est le souverain. Et le peuple, qu'est-ce qu'il nous demande? Il veut avoir l'occasion de travailler pour gagner de l'argent, vivre décemment et avoir aussi une monnaie stable. Donc, le fait que le politique dirige le pays ne suppose pas que l'on doit consacrer la mauvaise gestion. Bien au contraire, on doit faire usage de la bonne gouvernance pour faire le développement. Le politique peut nommer un gouverneur de la Banque centrale, mais le gouverneur est obligé de se comporter selon les règles là, parce que les banques centrales existent partout. Si dans d'autres pays, les banques centrales se comportent bien, font bien leur travail, pourquoi pas en RDC? Si dans d'autres pays, les ministres du budget et finances se comportent bien, pourquoi pas en RDC? Donc, il n'y a aucune raison politique qui peut exempter qui que ce soit par rapport à la mauvaise gouvernance. Nous devons donc faire un effort pour rester sérieux dans le respect des règles en matière de gestion ou de gouvernance économique. Donc, les pays souffrent de la mauvaise gouvernance. Vous êtes en train de dire que la politique budgétaire prend le dessus sur la politique monétaire, mais la politique monétaire, elle aussi, elle a des problèmes parce que la Banque centrale ne fait pas le travail correctement. Mais qu'est-ce qui justifie que depuis
prenons les années 90, hein. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des gestionnaires des banques centrales, permettez-moi de le dire, pas très compétents, comme vous êtes en train de le présenter. Est-ce que nous avons un problème de la qualité de main-d'œuvre ou nous avons un problème d'éthique dans les hommes que nous sommes, dans la société congolaise dans laquelle nous vivons? Bon, il y a les deux. Ça dépend. Dans cette circonstance, c'est peut-être la compétence qui fait défaut. Il y a d'autres aussi, c'est pas la compétence, mais ce sont les valeurs. Et des fois aussi, les deux se conjuguent. Donc, ça dépend de la personne qui est prise en considération. Donc, il y a des personnes qui ont été à la tête de la Banque centrale avec beaucoup de connaissances en économie, mais malheureusement, les valeurs n'étaient pas au rendez-vous. Ce qui fait qu'elles n'ont pas pu faire le travail correctement parce que les valeurs n'étaient pas au rendez-vous. Il y a d'autres aussi qui sont autour là-bas, mais qui n'avaient pas une bonne compréhension des questions macroéconomiques. L'économie est vaste. Il y a des experts en économie rurale, en économie industrielle. Il y a d'autres qui font la macroéconomie, donc qui comprennent bien comment est-ce qu'on définit et met en œuvre la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique d'échange, la politique commerciale, et comment est-ce qu'on assure l'articulation de ces éléments pour booster une économie globalement. Alors, quand vous ne mettez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est aussi un élément qui dérange. Ça, c'est une chose. C'est donc un aspect. Mais il y a aussi, comme j'ai dit, les valeurs. On peut être à la tête d'une institution, mais quand on a le cœur tourné vers le mal, ou l'intention juste de s'enrichir pour s'enrichir, et non pas tenir compte du fait qu'on a un mandat et on a donc une image à présenter pour toute la vie, ben là, ça dérange. Donc, à quel niveau, par exemple, la Banque centrale pêche? Qu'est-ce que vous reprochez depuis les années, parce qu'on est dans une perspective un peu historique, toutes ces années-là, qu'est-ce que vous reprochez aux dirigeants de la Banque centrale? À plusieurs reprises, la Banque centrale a eu à créer de la monnaie ex nihilo d'elle-même. Il est arrivé que la Banque centrale active même le compte général du Trésor à l'époque, ce qui n'est pas normalement permis. C'est ainsi qu'on a fait plusieurs réformes depuis que le président Joseph Kabila est arrivé, avec l'appui des partis extérieurs, pour essayer de corriger les choses. Mais il y avait un désordre sans précédent. C'est comme ça qu'on a commencé à remettre de l'ordre dans la chaîne de la dépense. C'était, je crois, sous le ministre Futa. On a essayé de limiter les influences politiques et on a cherché à informatiser pour rendre un peu plus rapide les choses et garantir une certaine transparence. Mais sinon, avant, il y avait des problèmes. Et même dans les livres de la Banque centrale, il y avait des postes qui n'avaient pas de vrai contenu. J'en rappelle, moi, j'étais à la primature. À un moment donné, on demandait à ce que la Banque centrale nous explique quel était le vrai contenu d'un poste qu'on appelle autre poste dans son bilan. Mais on n'avait pas de réponse très claire. Donc, il y avait une sorte de variable fourre-tout qui engageait ou reprenait des dépenses qui n'avaient pas de vraie contrepartie. Et c'est ça le désordre, parce que quand vous créez de la monnaie ex nihilo, sans que l'économie le demande, vous alimentez l'inflation. Et il faut dire aussi, il y avait des problèmes d'analyse. Parce que la Banque centrale, c'est une institution qui doit réfléchir en permanence. Et elle doit avoir des outils d'analyse, de projection, pour savoir que notre économie suit telle tendance. Par conséquent, il faudrait la doter de temps, d'instruments de paiement, et quelle est même la spécification en termes d'outils, quel outil privilégier par rapport à la situation de l'économie. Mais quand la Banque centrale a des capacités d'analyse limitées, ça dérange. Ça dérange. Excusez-moi, mais ça, je l'ai déjà dit, quand je regarde les rapports des banques centrales de certains pays et que je compare aux rapports des banques centrales des pays africains et surtout RDC, je me rends compte qu'il y a des écarts énormes du point de vue de l'analyse. Nous, c'est plus des rapports descriptifs. On dit le taux est passé de X à autant. Mais qu'est-ce qui justifie ça et quelles sont les implications? C'est ce qu'il faut faire pour mieux comprendre les enjeux et savoir aussi mieux orienter les choses. Donc là, il y a des problèmes. Au niveau de la surveillance, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Moi, je parle avec beaucoup de gens. En tant qu'enseignant, j'ai plusieurs de mes anciens étudiants qui sont dans les banques, je parle avec eux. Même à la Banque centrale, il y en a. Et quand je discute avec eux, j'arrive à comprendre les défis qu'il y a. Mais la Banque centrale ne surveille pas correctement les opérations des banques. À l'époque, je me rappelle, je suis passé sur Radio Okapi, j'ai fait remarquer qu'il y avait des institutions financières qui ne respectaient pas les normes de gestion prudentielle. Et donc, j'ai tiré sur l'alarme pour dire qu'il y avait un risque. Un DG de la Banque centrale est passé une semaine après pour me contredire, et la deuxième semaine après, les institutions que j'avais identifiées sont tombées à l'est du pays. Et il y a eu une destruction de l'épargne des ménages, calculer les conséquences qu'il y a.
Il y a des banques qui ont fermé les portes ici. Pourquoi? Parce que justement, ça réduit la confiance, justement. Oui, et là, ça réduit le, oui, il y a le des taux banques, de pénétration bancaire. Oui, il y a eu des banques qui ont fermé ici. Parce que ils sont partis avec l'argent des gens. Oui, l'assurance posait problème. Donc, la Banque centrale doit être renforcée. Jusqu'aujourd'hui, on doit arrêter de ne pas travailler pour l'intérêt du pays. Quand on envoie les inspecteurs ou agents faire un travail de contrôle, qu'ils le fassent jusqu'à la fin. Et là où il y a des problèmes, on le dit. Mais s'il faut qu'il y ait des interférences politiques ou interférences même venant de certains cadres ou responsables de la Banque centrale pour empêcher à une mission de se dérouler correctement sur le terrain, ça dérange. Finalement, on travaille pour qui? Revenons un peu à la situation de l'inflation, parce que c'est ça vraiment le cœur de notre échange. De pratique, il est normal que l'économie bouge, que les choses aillent mal. L'économie en mouvement. L'économie en mouvement, qu'on connaisse une inflation. Mais la Banque centrale est justement l'autorité qui régule la politique monétaire. Dans d'autres pays, on sait que les banques centrales possèdent un capital pour la régulation justement de ce genre de phénomènes comme l'inflation et compagnie. Pourquoi est-ce que chez nous, la Banque centrale n'est pas apte à acheter des activités, permettez mon vocabulaire, hein, je ne suis pas expert, d'acheter des activités, question de calmer ou de réguler l'inflation. Est-ce que nous n'avons pas un capital en termes dans la Banque centrale capable de lui permettre de réguler le fonctionnement de la monnaie? Oui, effectivement, la Banque centrale, en tant qu'institution financière, doit disposer de certains leviers pour pouvoir mener à bien son action. Mais hélas, en RDC, nous avons des problèmes. Tout à l'heure, je vais faire remarquer que l'État congolais a recouru de manière continue et inconsidérée aux avances de la Banque centrale. C'est-à-dire que la Banque centrale a utilisé son argent pour financer la création de monnaie pour répondre aux besoins de l'État. C'est-à-dire que l'État devait rembourser, mais l'État n'a jamais remboursé. Ce qui fait que la dette de l'État envers la Banque centrale a augmenté. Et si mes chiffres sont bons, actuellement, la créance de la Banque centrale sur l'État congolais est de 2 milliards de dollars américains. 2 milliards de dollars. 2 milliards, oui. Et le capital de la Banque centrale, avec toutes les dépressions qu'on a connues depuis que la Banque centrale a été créée jusqu'aujourd'hui, c'est effrité considérablement. À un moment donné, on l'estimait même à l'équivalent de 60 francs congolais. 60 francs? Oui. Actuellement, je ne sais pas quel est le vrai montant, mais il faudrait que l'on puisse... Non, mais attendez, le capital de la Banque centrale du Congo s'estimait à un moment donné à 60 francs congolais. Oui. On l'a constitué à l'époque et la monnaie avait une certaine valeur. Au fil des années, la monnaie s'est dépréciée et on n'a pas pris le soin de recapitaliser la Banque centrale. Ce qui fait que la Banque centrale n'a pas donc assez de moyens pour faire correctement son travail. Qu'est-ce qu'elle fait alors, dans ce cas-là? Non, mais... Sans des leviers de régulation, à quoi ça sert la Banque centrale? Mais la Banque centrale elle-même a réclamé à un moment donné, il fallait que le gouvernement prenne en considération cela pour qu'on commence à retourner à la Banque centrale ce qu'on lui a de droit. Donc oui, il y a des erreurs de choix ou d'action des fois, mais la Banque centrale demande qu'on lui donne aussi les moyens de sa politique. Si les moyens sont là, on peut espérer. Là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, je pense que le prochain gouvernement, sous la coordination du président de la République, devrait penser à cette question de la recapitalisation de la Banque centrale. À défaut de la recapitalisation de la Banque centrale, ce qu'on vit aujourd'hui, parce que vous faites une révélation que moi je trouve extrêmement grave, c'est-à-dire que nous vivons avec une autorité de régulation de la monnaie qui n'en a pas le moyen, qui n'en a aucunement le pouvoir. Pas suffisamment de moyens. Dans ce cas-là, quel est quel est le taux d'influence des banques commerciales que nous avons au Congo, qui sont d'ailleurs complètement ou totalement étrangères, qui n'appartiennent à aucun Congolais d'ici? Quel est le taux de leur influence sur notre situation économique? Bon, avant de parler des banques commerciales, je voudrais faire remarquer ceci. Comme je l'ai dit, il y a la créance de la Banque centrale sur l'État. Et outre cela, il y a aussi d'autres vecteurs qui expliquent aussi cette faiblesse, notamment le coût de la mise en œuvre de la politique monétaire est très élevé. Des fois, il arrive que, parce que la monnaie circule d'une main à une autre, la Banque centrale est souvent amenée à détruire certains billets pour en fabriquer de nouveaux et les remettre dans le circuit. Or, la destruction, c'est un coût. Et l'impression de vos billets, c'est aussi un coût. C'est un coût. Donc, c'est un élément qui pèse sur la conduite de la politique monétaire. Nous sommes dans un contexte aussi de dollarisation où les gens utilisent plus le dollar que la monnaie nationale. Et tout cela aussi impacte sur la capacité qu'a la Banque centrale d'agir parce qu'elle ne maîtrise plus tellement le volume des paiements au sein de l'économie. Ça, ce sont des éléments qui demandent des réponses. Et pour ce qui est
du système financier congolais, il y a aussi des soucis. Oui, c'est vrai que durant ces 20 dernières années, le système a eu à renaître parce qu'il y a eu des réformes qui ont été menées, notamment avec le concours des bailleurs de fonds. Les banques sont revenues, mais jusque-là, la capacité qu'a ce système à impacter sur l'économie est très limitée parce que les crédits accordés à l'économie actuellement représentent moins de 10% du PIB, alors que la moyenne au niveau de la région Afrique subsaharienne est de 40%. 40%. Donc ça montre que notre économie est faiblement financée par notre système. Donc les dépôts collectés ne sont pas utilisés à bon escient pour financer notre économie. Et donc il y a besoin que l'on puisse renverser. Et pour cela, il faudrait que l'État puisse penser à une politique de financement de l'économie. Mais on parle de l'IGF aujourd'hui. L'IGF n'est pas qui surveille. L'IGF, c'est au niveau du contrôle des finances publiques. L'IGF n'est pas à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le système financier, mais c'est la Banque centrale qui est le superviseur du secteur. Il faut avoir aussi une façon d'innover ou de penser les actions à mener. Bien sûr, ça va se faire de commun accord avec le gouvernement. Il faut mettre en place des mécanismes pour amener les institutions financières à mieux financer notre économie. Parce que sans ça, il n'y aura pas croissance, il n'y aura pas création d'emplois et donc les conditions de vie seront à un niveau très bas. Un niveau très bas. Merci en tout cas, vous suivez l'émission Chef d'idées, j'espère qu'on est en train de vous édifier, beaucoup de choses sont dites, la matière est abondante et profonde. Mais moi, j'ai une question qui dérange mon esprit tout à l'heure, parce on a décrit quasiment une situation de 30 ans, une histoire de 30 ans de notre monnaie. Je ne reconnais que le piège de 91, le piège de 93, qui d'ailleurs, quand on regarde l'histoire politique, a été plus de la manipulation politique qu'autre chose. Comment vous expliquez que l'État, la monnaie congolaise, depuis sa création, on peut revenir en 98, connaît énormément de dépressions? En moins de 30 ans, on est passé, je ne sais pas moi, à 20 000 francs, équivalent à 14 000 $. Aujourd'hui, à 20 000 francs, équivalent à moins de 10 $. Mais tout semble aller mieux socialement. Ça veut dire qu'on perd du pouvoir d'achat. Personne ne s'en plaint. Il n'y a pas de grogne sociale comme on voit ailleurs. Dans d'autres pays, une fois que les gens perdent un peu de pouvoir d'achat, ils sortent à la rue, ils réclament. Mais au Congo, tout semble normal. On peut se réveiller comme ça, un article qui coûtait 1 franc, double à 10%, à 20%, à 30% de son prix, personne ne s'en plaint. Comment vous expliquez cette situation-là, cette manque de cohérence-là entre les tableaux économiques que vous êtes en train de peindre et la réalité sociale? J'ai comme l'impression que les Congolais vivent toujours, ils ont le moyen de leur inflation. J'ai eu à écrire une phrase il y a quelques semaines sur mon mur, sur X, également sur WhatsApp, et j'ai dit ceci: en RDC, nous sommes des millionnaires pauvres. Parce que si vous regardez ou si vous libellez nos revenus en francs congolais, nous sommes tous millionnaires. Et si vous prenez les données que la Banque mondiale a eu à publier récemment ici, on dit que 62% des Congolais sont pauvres. Dans la majeure partie des Congolais sont des millionnaires pauvres. Comment est-ce qu'un millionnaire peut être pauvre? Ça veut dire que la monnaie n'a pas de valeur, parce qu'un Américain qui est millionnaire, il n'est pas pauvre. Et si nous sommes des millionnaires pauvres, c'est que la monnaie congolaise n'a pas de valeur. Donc la monnaie a réellement perdu sa valeur. Personne ne peut en discuter. Et ça montre aussi que la Banque centrale, quelque part, a fortement failli par rapport à sa mission. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à la réforme de 98, le taux était de 1 $ équivalait à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 2700. Donc, en 26 ans, on est passé de 1,3 à 2700, soit une multiplication par plus de 2000. Donc, il y a eu une perte continue de pouvoir d'achat, et cela se lie à travers justement le taux de pauvreté. Mais comment les Congolais survivent à cette situation-là, cette d'évaluation de la valeur? Mais c'est ce qui justement justifie l'importance de l'informel, de la débrouillardise et aussi de certains comportements débordants, parce que justement, quand vous voyez certains pillages se faire ici et là, dites-vous qu'il y a un malaise. Lorsque vous voyez le phénomène Kuluna apparaître, c'est un malaise social. Et il est en train de se généraliser dans le pays. C'est un malaise. Les guerres à l'est du pays sont en partie justifiées par certains, par le fait de la pauvreté, des inégalités sociales. Donc tout ça, c'est à mettre sur le dos de la gouvernance économique. Et pour cela, il faut faire un effort pour essayer de corriger les choses, et redonner à l'économie un nouveau visage. Et c'est pour ça que je crois que, je le dis souvent, il faudrait, ça c'est une recommandation pour le président Tshisekedi et le prochain gouvernement, que l'on ait une politique économique à 3 composantes. On va arriver aux réformes. Qui va justement
prendre les questions monétaires, Oui. mais également les questions d'économie réelle, Mhm. parce qu'il faut donner aux gens de l'emploi pour les occuper et réduire aussi donc leur euh, misère et aussi agir sur tout ce qui aujourd'hui constitue des vecteurs de fragilité ou d'affaiblissement de la cohésion nationale. On va arriver aux réformes parce que ça sera ça, la deuxième partie de l'émission et la conclusion d'ailleurs. On va voir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ces situations ne soient plus revues comme on est en train de les vivre aujourd'hui. Mais vous avez parlé de la débrouillardise et de l'informel. Oui. Aujourd'hui, quelle est la part de l'informel dans l'économie congolaise? Vous êtes technocrate, vous êtes professeur. Est-ce que quand vous enseignez l'économie à l'université ou que quand vous traitez des questions économiques, prenez-vous en compte la part de l'informel dans l'économie? Je ne sais pas si c'est ça l'économie réelle, dans l'économie réelle. Parce que la seule explication que je trouve, permettez-moi de donner un avis là-dessus, les gens résistent à toute cette dévaluation de la monnaie parce qu'ils se débrouillent, parce qu'il y a l'informel. Et moi, je suis tombé sur un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, que l'économie, c'est à peu près 195 milliards de dollars qui circulent dans l'informel chaque année. Est-ce que vous pensez que l'informel aujourd'hui soutient la réalité sociale face à une réalité économique complètement désastreuse? Bon, d'abord, je dirais que le chiffre là de 195 milliards n'est pas correct parce qu'aujourd'hui, le PIB de la RDC est estimé à 70 milliards. Mais c'est vrai que l'informel a une taille importante en RDC parce que comme je l'ai dit et comme vous le dites aussi, c'est que les Congolais vivent majoritairement de la débrouillardise. Mais cette débrouillardise, c'est quoi? Ce sont des opérations qui n'enrichissent pas, juste qui permettent à quelqu'un de nouer le bout du mois ou peut-être une semaine à une autre. Ce sont des opérations qui n'ont pas de vraie incidence sur l'épanouissement de l'être. Ce qui fait qu'il y a certains qui n'arrivent même pas à envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et quand vous n'avez pas un enfant à l'école alors qu'il doit apprendre pour devenir quelqu'un demain, c'est quelque part, vous réduisez ses chances de réussite dans la vie. Donc, la débrouillardise en soi n'est qu'un palliatif par rapport à la misère, mais c'est pas une solution qui pourrait garantir le développement. Et donc, il appartient à ceux qui gouvernent de faire un effort pour créer des conditions de formalisation de cette économie informelle et d'accompagnement des initiatives qui existent, qui sont bien sûr des initiatives qui ne pêchent pas par rapport à la loi ou aux valeurs morales, pour que cela devienne des leviers de croissance. Et tout ce qui est criminel, on n'a pas, parce qu'il y a aussi des activités débrouillardeuses qui sont criminelles. Il y a des réseaux de prostitution qui naissent dans le pays. Ça n'est et dans les grandes villes, c'est oui, du fait de la pauvreté. Mais nous ne devons pas encourager parce que ce sont des vecteurs par lesquels des maladies sexuellement transmissibles circulent et ça décime des quantités importantes de personnes dans les collectivités. Donc, ce sont des choses qui sont à combattre. Donc, c'est pour dire que l'informel existe, mais il y a l'informel criminel et non criminel. On doit connaître ce qui est criminel et promouvoir ce qui est non criminel, mais par une politique, une vision. Et ça demande que le gouvernement, justement, dans son programme de développement économique, puisse intégrer cette donne. Et si on arrive justement à formaliser cette économie, à la rendre plus productive, plus structurée, on aura une incidence très positive sur le niveau de vie de la population, qui suppose que le taux de pauvreté devrait baisser, la vulnérabilité sociale devrait baisser, et on devrait gagner en termes de cohésion nationale et aussi en termes d'épanouissement, en termes de bonne santé, de capital humain et donc en termes de meilleures perspectives de développement. Et tout ça suppose beaucoup de choses. C'est un travail de grande haleine et ça demande que vraiment que le gouvernement prenne à bras le corps les problèmes et que tout soit structuré et que les acteurs qui seront utilisés soient des vertébrés pour pouvoir mener à bien l'action pour rencontrer les engagements que le président de la République a présentés. Qu'est-ce qui finance cet informel-là, selon vous? Parce que l'économie, ça tombe pas du ciel. Il y a aussi une source de financement. Il y a aussi des capitaux qui viennent de la diaspora. Il y a des frères et sœurs qui sont à l'étranger qui envoient des fois des fonds ici pour aider les membres de famille. C'est un mécanisme. Il y a d'autres qui volent pour et quelqu'un peut voler quelque part, mais ceci est un élément qui justifie des fois certains détournements et certains qui détournent aussi. C'est pour financer l'info. Oui, d'autres détournent aussi parce que ils savent qu'ils n'ont pas de positif. Lorsqu'ils ont un peu d'espace, ils volent. Et on les licencie, mais ils ont des capitaux pour financer une activité informelle et faire un commerce. Il y a beaucoup qui offrent des services informatiques, bureautiques, coiffure, salon de coiffure, tout ce que vous voulez, mais
il y a tant de mots, ce qui fait qu'il faut vraiment attaquer ce problème-là et modifier fondamentalement la configuration de notre économie. Il nous reste à peu près 15 minutes. Consacrons ces 15 minutes-là à parler de réforme. Vous avez peint un tableau plutôt sombre de l'économie congolaise depuis 90 jusqu'à nos jours. Notre monnaie qui n'est pas soutenue par une activité économique, qui n'est pas soutenue par des politiques budgétaires et monétaires respectueuses, qui continue de perdre ses valeurs. Le président de la République, en prêtant serment, il a dit deux choses. Il a dit qu'il va rendre à la monnaie congolaise sa valeur, en baissant le taux d'échange, en touchant le taux de change. Et il a dit aussi qu'il va créer de l'emploi pour de jeunes par l'entrepreneuriat. Je voudrais que vous nous expliquiez comment est-ce possible que dans 5 ans, on atteigne l'appréciation de la valeur du franc. Peut-être on va prendre un étalon 930 francs qui va équivaloir à 1 dollar. Et comment est-ce que dans 5 ans, il est possible de créer plus d'emplois qu'il y en a aujourd'hui? J'aurais bien voulu que vous puissiez me donner quelques minutes pour ajouter trois informations importantes. Allez-y. L'inflation en RDC ne procède pas que du dérèglement de la conduite des politiques macroéconomiques. L'inflation procède aussi du mauvais comportement des acteurs qui fixent les prix des biens sur le marché. Donc la spéculation dans le marché. Oui, il y a des opérateurs économiques qui ne respectent pas la loi. Mais le ministère de l'économie est là pour réguler dans ce secteur. Ça montre que le ministère ne fonctionne pas très bien alors. Donc les inspecteurs économiques ne servent quasi à rien. Ça montre donc que le ministère ne fonctionne pas très bien parce que rien qu'en termes absolus, faites l'exercice, prenez un panier de biens, valorisez ça en dollars ici, valorisez en dollars au Congo-Brazzaville, en Angola, et à certains pays voisins. Vous avez remarqué que en termes absolus, les prix en RDC sont plus élevés. Pourquoi? C'est parce que dans la structure des prix des biens, il y a des éléments superflus qui entrent. Il y a des fois des taxes non justifiées. Des fois aussi, il y a des opérateurs économiques véreux qui ajoutent des éléments dans la structure des prix pour gonfler le coût de revient, ce qui fait qu'ils gagnent plus que ce qu'ils auraient dû gagner. Et pour cela, ça demande que l'on puisse renforcer justement le contrôle au niveau du ministère de l'économie, mais pas que le ministère de l'économie. Il y a d'autres services aussi qui entrent en jeu ou en danse. Mais quand on ne le fait pas, c'est qu'il y a un vrai problème. Il y a aussi les produits pétroliers. La structure des prix des pétroliers dérange. Il y a nécessité que l'on puisse aussi examiner en profondeur tous les éléments qui ont dans la structure des prix. Parce que si on arrive à baisser ou à contrôler le prix du pétrole, on pourra donc agir sur le prix du transport et agir également sur les prix de biens parce que le prix du pétrole est un prix de structure, c'est-à-dire un prix qui influence les autres prix. Donc si on arrive à faire ça, on gagnerait. Mais pour ça, donc, il y a une action qui doit être menée à ce niveau, qui impliquera le ministère de l'économie, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, du Budget et d'autres services, l'OCC, la DGDA. Mais ça demande une série d'actions concertées, mais avec, bien sûr, un regard sérieux et serein par rapport à ce qu'il faut faire pour rester dans la norme. Il y a une structure, justement, interministérielle qu'on appelle la conjoncture, qui siège quasiment toutes les semaines. Pourquoi est-ce que ces questions-là ne sont pas résorbées? Ce n'est pas à ce niveau-là que les choses doivent se faire. Oui, c'est politique. Il faut entrer dans les détails. Il faut connaître. Il faut avoir des outils pour analyser. Il faut avoir, par exemple, la liste des importateurs. Savoir qui sont ceux qui importent quoi. Ils importent d'où. Ils vendent quoi et où. Et quels sont les prix pratiqués. S'il y a des prix exorbitants, il faut chercher à savoir. Et quand on identifie les problèmes, on prend le temps de corriger. Il faut être courageux et interdire le mal pour aider le pays. Donc ça, c'est très important qu'on le sache. Il y a une action à mener dans ce secteur-là, que ce soit pour les prix des biens de grande consommation ou de grande nécessité, mais aussi pour les prix des biens, c'est-à-dire comme le produit pétrolier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça, c'est une matière à ne pas négliger. Au niveau des finances publiques, on l'a dit, mais je voudrais insister là-dessus, c'est que quand on parle de discipline, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Oui, on nous dit que le pays est engagé dans des réformes. On a élaboré la LOFIP en 2010. Mais il y a encore beaucoup de problèmes qu'il faudrait régler. Je vous donne quelques exemples. La collecte des recettes souffre du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui influent négativement le processus de collecte. Des influences politiques, des acteurs qui interviennent pour empêcher à ce que les redevables payent
les droits de l'État, ça c'est un problème. Contre une des côtes ou contre une commission, c'est de la corruption. Déjà, il y en a peu qui payent. Il semble que... C'est là encore un problème, mais il faut il y a que faire 200 000 à signer, si mes chiffres sont bons. Et donc, il faut justement faire un effort pour accroître justement le nombre de contribuables et prélever sur tout ce qui est à prélever, mais sans énerver l'économie, c'est-à-dire en restant respectueux des bonnes pratiques en la matière. Pas la surtaxation non plus. Oui, bien sûr. Il y a aussi aujourd'hui dans le secteur minier des études qui montrent que le pays ne gagne pas suffisamment parce que le contrôle, la valorisation des matières premières qui sont exportées pose problème. Il semble même que certains opérateurs économiques ne passent plus par le Centre national d'expertise. Comment on peut laisser ces choses pareilles se faire? C'est tellement à gagner pour le pays. Il y a des réformes nationales menées dans ce secteur-là pour permettre au pays de gagner plus. Aujourd'hui, des fois, les gens exportent avec remblai, c'est-à-dire qu'on prend la terre prise dans les zones minières, on part avec sans qu'il y ait une vraie expertise, alors que dedans... Ça, c'est peut-être parce qu'on manque de l'industrie minière. On sait pas. Non, on sait pas. Le pays ne manque au-delà du brut, on ne sait pas. Le pays ne manque pas de moyens pour avoir des laboratoires qui vont examiner et dire que cette quantité de terre ou cette remblai contient ça, ça, ça. Et comme ça, on taxe. Mais le problème, c'est aussi que à tous les Congolais qu'on a donné des carrés miniers, ils font pas des études. Ils font pas faire des études. Ils font que vendre. Oui, mais avant de ils le vendent au Chidon, on le vend. Oui, mais avant qu'on exporte, il faut qu'on valorise pour savoir ça vaut quoi et savoir sur quoi l'État va prélever. Parce que si on ne connaît pas, ça pose problème. Je veux faire rire. J'étais en province à plusieurs reprises. J'ai rencontré certains ministres provinciaux de l'économie et des finances. Je leur ai demandé quel est votre PIB, quelle est la position de votre province. Ils ne savent pas. Les ministres de l'économie. Non, toutes les provinces. Mais quelle est la province qui connaît son PIB de manière exacte en RDC? Il n'y a pas. Non, c'est un travail de fond qui doit se faire rapidement. Chaque province doit savoir que telle province produit autant, telle ainsi de suite. Et comme ça, en appliquant les taux moyens de prélèvement de l'État, on sait que dans telle province, les additions financières provinciales doivent collecter autant. Mais quand on n'a pas cette information, on navigue à vue, on gouverne comment? Une personne qui n'a pas l'information ne peut pas bien gouverner. Mais quelles sont les réformes, justement? Parce mais justement, il faut justement que... Quelles sont les réformes? Il faut que l'on puisse intégrer dans nos politiques ces considérations pour agir. Parce que si quelqu'un n'a pas cette connaissance-là, mais qu'est-ce que vous allez espérer? Non, démocratie, quelqu'un peut venir postuler, voilà, c'est le peuple qui est... Oui, mais là encore, une image. Mon père était chef coutumier. Il avait des terres. Il est mort. Il m'a laissé la terre. Je cultive. Et je suis donc un grand éleveur et producteur de maïs, de tout ce que vous voulez. Et je donne du travail à la population locale. Je donne à manger. Quand il y a des deuils, je contribue. Mais j'ai jamais été à l'école. Je ne sais pas parler français correctement. Et je postule pour des députés. On me vote. Mais parce que je suis populaire. Justement. Mais quand je veux parlement, quelle est ma capacité à pouvoir intervenir? Pendant les élections passées ici, j'ai posé une question à plusieurs candidats. Vous voulez être député, d'accord? Dites-nous quelles sont les 5 lois ou réformes que vous allez suggérer pendant le mandat qui vient ici. Personne, en tout cas, nombreux n'ont pas pu me répondre pour dire que les gens s'engagent plus parce qu'il y a 20 ou 30 000 $ à gagner. Point barre. Or, on va au Parlement avec une vision pour pouvoir aider le pays à changer. Donc là, il y a des problèmes. Donc là, je vais dire qu'il y a des problèmes au niveau de la... Donc la démocratie, c'est pas seulement... il faut renforcer l'éducation notamment. Il faut renforcer aussi les critères pour pouvoir postuler. De concourir. Oui, ça c'est important. Alors, au niveau toujours des finances publiques, je donne un exemple encore. Il y a des pratiques mauvaises qu'il faut combattre. Vous et moi faisons un travail qui donne lieu à une prime. Mais quand il faut payer la prime, la liste à 100 personnes, il y a 98 personnes qui sont payées sans avoir travaillé et 2 seulement ont travaillé. Tout ça, ce sont des sommes d'argent qui sont en train de pavaner dans l'air alors que le pays a besoin de plus de ressources pour pouvoir construire les routes, financer l'éducation, la santé, la nutrition, tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu. Il y a donc besoin de faire des réformes profondes dans les finances publiques pour dégager suffisamment de ressources et aider donc le pays à mieux prendre en charge les dépenses en capital. Aujourd'hui, la plupart des investissements qui se font, c'est avec ressources extérieures. C'est quand même un peu triste que l'on soit à cela. Nous vaccinons nos enfants ici, mais plus de 90% du financement des vaccins provient de l'extérieur. Nous, on fait nos enfants et c'est l'extérieur qui nous donne l'argent financier. C'est dégradant. Il y a aussi des erreurs dans la programmation budgétaire. Vous avez évoqué cette question, on vote un budget, mais on ne l'exécute pas. Mais c'est vrai, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que justement, les outils de gestion budgétaire sont mal utilisés. Il y a le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie, c'est mal engagé. Je vous donne encore un élément et qui va expliquer aussi les pressions
qu'on a connu sur le marché de change l'année passée. Et au passage, j'informe les téléspectateurs que l'année passée s'est clôturée avec un taux d'inflation de 30%. 30%. Énorme, oui. Alors qu'à l'époque de la Covid, l'année s'est achevée avec un taux de 20%. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau politique, par exemple, le président de la CENI s'est plaint à plusieurs reprises pour dire que on a des élections, mais je ne reçois pas les moyens. Jusqu'à une semaine d'organiser ces élections. Et au mois de juillet, l'État, le gouvernement a payé 300 millions, mais en équivalent franc congolais. Qu'est-ce que la CENI a fait? Elle a utilisé une partie pour les dépenses courantes et l'autre partie, on a dû trouver des devises sur le marché. Ce qui fait qu'il y a eu une pression et le taux avait atteint déjà 2700 au mois d'août. Justement. Donc, vous comprenez qu'un dérèglement dans la conduite de la politique budgétaire peut aussi impacter sur la stabilité de la monnaie. Mais justement, le taux d'échange, la question des taux d'échange est tellement flagrante. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces stades de la dépréciation du franc congolais? Ce que je dis là, c'est pour bien chuter, pour pouvoir maintenant justifier les recommandations que j'ai formulées. Donc là encore, je montre qu'il y a plusieurs préoccupations. Il y a des gens qui ont des créances sur l'État, mais l'État ne paye pas la dette. Certaines entreprises, des PME, sont bloquées parce que n'ayant pas l'accès à ce qui leur avait le droit. Il faudrait qu'il y ait. Et aujourd'hui, pour que l'État paye, il faut que soit le responsable qui doit signer touche à une commission. Il y a même des entreprises qui sont nées pour faire ces. Vous comprenez que le mal est profond et ça demande que l'on puisse taper sur la table pour vraiment agir et arrêter cela. Si on ne fait pas tout ce qu'on dit réforme, on a pris tel texte, ça n'a pas de contenu. Donc il y a des choses à faire. Il y a aussi besoin de transformer notre économie. Nous sommes un pays béni, comme on le dit. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette bénédiction? La production. Les gens ne comprennent pas qu'il y a tout sauf rien ici, en RDC. Je viens de faire une étude, tout récemment ici, pour le compte de la Banque africaine de développement sur l'agriculture. J'étais dans les provinces, mais avec beaucoup de sérieux, un engagement et la discipline, on peut transformer l'agriculture congolaise et faire de l'agro-business un levier de progrès dans ce pays, ce qui permettrait de créer plus d'emplois. Il faut noter que l'agriculture emploie 60% des actifs du pays. On peut régler la question de la pauvreté alimentaire parce que le pays a un taux de malnutrition de plus de 40%. Ce qui est dramatique. Il y a des gens qui meurent de faim dans ce pays. Une fois même, je partais sur la route du Congo central avec des partenaires sud-africains. Ils ont regardé à gauche, à droite, ils ont vu la verdure et l'un d'entre eux a demandé, est-ce que les lois de votre pays interdisent que l'on puisse exploiter la terre? Oh non. Mais pourquoi il y a ces espaces et on n'exploite pas? Donc, c'est pour dire que le potentiel est là. Il y a quelques initiatives privées qui sont là, mais qui ne sont pas accompagnées suffisamment. Il faudrait donc que le gouvernement ait une stratégie. Et dans l'étude qu'on vient de réaliser, on a proposé toute une stratégie qui répond aux problèmes des producteurs, les problèmes de financement de l'agriculture et même d'accompagnement pour que les produits agricoles congolais puissent en place sur le marché régional. Alors, avec tout ça, on est en train de finir. Allez-y, allez-y. Il faut faire une recommandation au gouvernement ou au président de la République, parce que c'est lui qui doit piloter et donner l'impulsion. Il faudrait que la politique économique à mettre en place pour ce quinquennat ait 3 composantes. La première composante, c'est une composante purement monétaire, qui consisterait dans un premier temps, c'est-à-dire dans le court terme, à essayer de voir rapidement tous les comportements débordants au niveau de la Banque centrale et du ministère des Finances ainsi que de celui du budget pour éviter tout ce qui énerve. En faisant ça, on va stabiliser le taux. On peut pas. Donc mettre de la discipline. Oui. On peut dans la politique monétaire. Oui. On peut pas aujourd'hui venir vous dire que on peut ramener le taux qui est de 2700 à 900. D'abord, nous sommes dans un régime d'échange flottant. Ce qui veut dire qu'on peut pas pratiquer le fixing. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est faire une réforme monétaire. Et c'est ce que je recommande vivement au prochain gouvernement, c'est de faire une réforme monétaire. Mais cette réforme doit être bien pensée et bien préparée pendant une année. On prépare la réforme, il y a des préalables, il y a des conditions, il y a des éléments de communication qu'il faut mettre sur place. Et une fois que tout sera mis en place, c'est l'année suivante qu'on fait la réforme. Elle sera constituée de quoi, cette réforme? La réforme consistera d'abord à créer le nouveau franc congolais. On peut changer l'appellation, mais le nouveau franc congolais. Donc, créer une autre monnaie. Une autre monnaie, et on ramène la parité à $1 contre 1 franc congolais. On met en place de nouveaux mécanismes au niveau du système de paiement pour justement amener les gens à ne plus garder l'argent. Ça va se faire comme ça? Non, on prépare. J'ai parlé d'une année de préparation. Donc, ça se prépare. Il y a des mesures à prendre. Donc, c'est possible que durant une année, on arrive à créer un nouveau franc
qui peut équivaloir absolument. Un franc équivaut à $1. Absolument, on peut faire cette réforme-là. Et une fois que la réforme est faite, on prend maintenant des discussions pour que, après que la réforme ait été menée, que la Banque centrale soit gérée autrement. Renforcer la surveillance de la Banque centrale. Le gouvernement de la Banque centrale peut avoir un mandat de 5 ans, mais chaque 2 ans, ou bien chaque année, on fait une évaluation de la politique monétaire et de l'action du gouverneur, de la Banque centrale. Parce que le gouverneur, c'est une personne qui garantit la crédibilité de la monnaie. Si le gouverneur se comporte mal, on le remercie. On interrompt son mandat, on prend quelqu'un d'autre parce que on peut pas jouer sur la question de la crédibilité de la monnaie. Et donc, la personne du gouverneur doit être une personne modèle. Donc, avec ça, on peut changer certaines choses. Ça, c'est la première composante. Oui, il y a aussi des mesures à prendre au niveau du système financier. Bien sûr, on n'aura pas le temps de cette année-là, mais la réforme, pourquoi? Parce qu'il faut dédollariser l'économie. Il faut déthésauriser l'économie. Il faut réduire les coûts de la politique monétaire. Il faut aussi agir sur le système de paiement, arriver à développer davantage l'interopérabilité, arriver à étendre la couverture monétaire du pays parce que le pays jusque-là est sous-monétisé. Il y a des points de la République où on utilise le Kwanza, par exemple. Il y a des endroits où on coupe même les billets de francs pour pouvoir faire des opérations. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette composante-là. Mais c'est une réflexion à mûrir. Et si on le fait, je pense que on va engager le pays sur une bonne voie. Et ça permettra aussi de mettre en place une politique de financement de l'économie pour que l'effet levier du secteur financier soit plus grand que ce qu'il est actuellement. Deuxième composante, c'est un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Nous avons vu pendant notre discussion que la mauvaise tenue des finances publiques a été un vecteur de déstabilisation de l'économie congolaise et de dépression monétaire. Donc, en mettant en place ce cadre, on pourrait donc créer des mécanismes de surveillance qui imposerait aux acteurs qui gèrent les finances publiques à mieux se comporter. Et dans ce même registre, on pourrait même demander à ce que chaque 3 mois, la commission ECOFIN du Parlement prenne le temps de faire une évaluation sérieuse et objective des du budget de l'État. Et s'il y a des problèmes, on doit interpeller les ministres du budget et des finances pour savoir pourquoi est-ce que vous ne donnez pas aux ministres sectoriels les moyens pour faire ce qu'ils doivent faire. Parce que si les politiques n'avancent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de ressources. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Comment est-ce que vous gérez? Et ce sera aussi un mécanisme ou un moyen pour imposer à ce que l'on respecte la loi des finances qui a été promulguée par le chef de l'État. Troisième composante, c'est agir sur l'économie elle-même. Et là, donc, quand je parle du programme de transformation de l'économie, ce programme aura plusieurs composantes. Il y aura d'abord la composante assainissement du climat des affaires. Il y a beaucoup de lois superflues qu'il faut faire tomber. J'étais en province. Des fois, les prélèvements que les provinces font entrent en compétition avec ce que fait le pouvoir central et ça impacte négativement sur les entreprises et donc sur l'investissement. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, il faut revisiter les lois et au niveau provincial, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des facilités que l'État doit accorder qu'on n'accorde pas. Il y a des éléments, des pratiques mauvaises qui sont même entretenues par les administrations publiques, mais qui dérangent l'économie. Il faut corriger tout ça pour assainir le climat des affaires. On a besoin d'infrastructures, mais tout à l'heure, je vais dire qu'avec une amélioration de la collecte des recettes, une meilleure gestion des dépenses de l'État, on peut dégager des ressources additionnelles pour financer les investissements. C'est ce qui va donner l'infrastructure, qui facilitera aussi le développement de l'économie. Il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut prendre pour stabiliser les PME, parce qu'elles existent, mais il faut les accompagner. Il y a d'autres qui sont viables, mais il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Or, on peut utiliser des incubateurs de diverses natures pour les accompagner, les stabiliser, les rendre plus productives, et ça va aider l'économie. L'économie qu'on laisse a des avantages multiples pour capter des ressources. Je vous donne un exemple. Si vous prenez la carte de l'Afrique actuellement, vous avez remarqué que au nord, le désert de Sahara est en train de descendre. Justement. Au sud, le Kalahari remonte. C'est que tout se recentre sur la partie centrale du continent et c'est la RDC qui s'y trouve avec 52% de sources d'eau douce. Justement. Et nous avons les eaux de pluie qui sont même pas utilisées. Or, si on arrive à capter ces eaux de pluie et à exporter ça dans les pays voisins, vous voyez un peu l'influence du président congolais dans la région, dans le continent. C'est un grand temps. Et l'influence qu'on aura sur les autres pays et ce que ça va rapporter au pays. Aujourd'hui, il a été établi que la RDC joue un rôle fondamental dans la lutte contre les impacts des changements climatiques. C'est même le premier. C'est pas le Brésil. Mais comment est-ce que le pays n'arrive pas à capter les ressources par le fait qu'elle arrive à contribuer à stabiliser l'écosystème mondial? Ça, ce sont des réflexions qu'il faut mener. Le pays a un potentiel énorme sur le plan agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure là,
Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous avons une industrie sérieuse qui produit des fruits en RDC, des légumes, même l'élevage? On a ce potentiel, les poissons. Mais on ne le fait pas. L'industrie n'est pas développée, alors qu'il y a plusieurs opportunités, les matières premières sont là. L'industrie minière, le fait qu'exporter et vendre, mais pourquoi ne pas transformer les matières ici? Il y a donc plusieurs choses à faire. Quand je prends la réforme monétaire, par exemple, en prenant un franc, un nouveau franc contre un dollar, on aura donc besoin des cents et centimes. Ce sont des pièces qu'on fait avec les métaux. Mais les métaux, mais ici, on a du coffre. Oui, vous voyez comment est-ce qu'on va aussi diversifier l'économie à travers cela. Cette émission est terminée. Donc, il y a beaucoup à dire. Effectivement. On n'a pas suffisamment du temps, malheureusement. Oui, mais au moins, je pense qu'on a fait passer plusieurs messages importants. Effectivement. Je pense que le développement du pays est possible. Le président a pris un engagement sérieux. Accompagnons-le, mais qu'il aide aussi à ce qu'on puisse l'accompagner en opérant les bons choix. Et j'ai beaucoup aimé la prière qui a été faite par le pasteur Roland Dallot. C'est un homme de Dieu qui a édifié le peuple à travers sa prière. Nous souhaitons que le président puisse vraiment agir dans ce sens-là. Ça va aider le pays et lui-même parce que il a une grosse charge. 73% des résultats, c'est une expression, mais ça montre qu'il doit beaucoup au peuple, qu'il agisse. Et mon invitation, c'est laquelle? Autant que nous sommes unis aujourd'hui tous pour supporter les léopards, comme hier, j'ai vu comment est-ce qu'on était tous contents. Ben, je demande qu'on soit tous unis pour contribuer à la construction d'une nouvelle RDC. Qu'on soit tous unis pour contribuer à la construction d'une nouvelle RDC. Ce sera avec cette phrase-là qu'on va terminer cette émission. Excusez-nous parce qu'on a pris un peu plus de temps que prévu, mais la matière était et reste abondante. Il faut qu'à un moment donné, on parle technique, qu'on aborde les questions qui influencent de manière directe notre vie, nos vies quotidiennes. Et Monsieur Alexandre a été pertinent. J'espère que ça vous a édifié, mais je lui demanderai simplement de rester à notre contact, qu'on vous invitera de temps en temps, où on aura besoin de vos éclaircissements sur des questions économiques, financières, parce que c'est des questions qui règlent, qui gèrent, qui gouvernent la vie de plus de 100 millions de Congolais que nous sommes aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous qui nous suivez, vous avez également aimé et que vous avez trouvé réponse à beaucoup de questions. Il est possible, si on met du sérieux, de reformer ces pays. Et M. Alexandre a parlé de 3 composantes: la composante monétaire, la composante gouvernance. La troisième, on n'en a pas parlé. On aura peut-être... j'ai parlé du programme de transformation de l'économie. Voilà, le programme de transformation de l'économie. Et sa proposition majeure, c'est que d'ici une année, qu'on passe d'un nouveau franc, on appellera ça comme on veut, mais qui va permettre à ce que l'on revienne à la situation de 98, par exemple, où 1,3 francs équivalait à 1 dollar. Merci à vous d'avoir été le nôtre. Abonnez-vous, partagez cette émission parce que il faut que plus d'un Congolais soit en contact de ce qui a été dit ici pour que nous prenions conscience. Ce n'est qu'avec le dur labeur que nous construirons un Congo debout. J'ai été très honoré de présenter cette émission et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais avec un autre invité, peut-être avec M. Alexandre qui reviendra. Et je vous dis à la prochaine. Entre-temps, que Dieu nous bénisse.